Double attentat au Danemark, une synagogue de Copenhague visée, le djihad islamique revendique. 1,5 milliard de francs, le déficit de la sécurité sociale restera limité en 85, mais 86 s'annonce plus difficile. Le procès de l'organisation terroriste FP25 et de son chef, l'ancien général Otello de Carvalho, est ajourné. Il reprendra en octobre. Mode automne-hiver 85, c'est parti depuis hier, une industrie lucrative au service des femmes jolies et riches. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 jours après la tragédie du barrage de Tesero en Italie, une vingtaine de personnes sont encore portées disparues. Il y a quelques heures, en fin d'après-midi, les habitants du petit village italien ont assisté aux funérailles de 80 des leurs morts dans la catastrophe. Hélène Rizacher. Alignés des victimes de la catastrophe. Des familles entières ont disparu, du grand-père au petit-fils. Les survivants et les gens de la région leur ont rendu tout à l'heure un dernier hommage solennel et plein de retenue. À ce jour, 196 corps en tout ont été retrouvés, 131 seulement ont pu être identifiés et l'on compte toujours une vingtaine de disparus. Au même moment et pendant toute la journée, 14 hommes grenouilles ont fouillé les eaux du petit lac artificiel formé en aval du village englouti par la boue. La quasi-totalité des 6000 hommes et des moyens matériels gigantesques convoyés pour les secours sont toujours sur place. De l'avis général, l'organisation de ce sauvetage a été exemplaire. En tout, 5000 soldats, pompiers, carabiniers et près d'1 millier de volontaires, surtout des jeunes qui sont arrivés très vite pour s'intégrer aux professionnels. Des dizaines d'ambulances, des hélicoptères, d'énormes projecteurs, 270 camions et 65 pelleteuses ont été nécessaires aux travaux de secours. Pour la majorité des Italiens, la rupture de cette digue aurait pu être évitée. La justice doit être faite, a déclaré le président de la République. Une enquête judiciaire et 2 enquêtes administratives sont ouvertes. La société Préalpi Minerale, à qui appartenait la digue, est placée sous séquestre judiciaire. Plusieurs personnes ont déjà été entendues par les magistrats, dont le président de Préalpi Minerale qui plaide la fatalité. Incurie, négligence, spéculation ou coup du destin, la polémique se développe. L'organisation djihad islamique a revendiqué aujourd'hui 2 nouveaux attentats, l'un contre une synagogue et l'autre contre le siège d'une compagnie aérienne américaine. Ces 2 attentats ont eu lieu à Copenhague. Ils ont fait 27 blessés. Ce soir, 6 étrangers ont été interpellés par la police danoise, mais leur identité n'a pas encore été révélée. Anne Rongère. C'est la première bombe qui a fait le plus de blessés. Elle a explosé dans les locaux d'une compagnie aérienne américaine en plein centre-ville. Deuxième cible, 4 minutes plus tard, la synagogue, pratiquement vide au moment de l'explosion. Le dernier office s'était terminé 2 heures avant l'attentat. 2 cibles étaient donc visées par les extrémistes du djihad islamique, les États-Unis et la communauté islamique. Mais pourquoi à Copenhague, ville jusqu'à présent épargnée par le terrorisme international? Le communiqué de revendication donne en partie la réponse. Désormais, dit le djihad, nous ne limiterons plus nos actions aux pays du Golfe et au Moyen-Orient. Tôt ou tard, nous arriverons au cœur de la Maison-Blanche, du Kremlin, de l'Élysée. Mais à Copenhague, où 4 autres bombes ont été désamorcées dans la journée, on se demande si ces attentats n'avaient pas aussi pour but d'empêcher les contacts entre la communauté juive danoise et certains éléments de l'OLP. L'OLP qui a d'ailleurs condamné ces attentats. En France, après 2 années de bénéfices, la sécurité sociale est à nouveau dans le rouge pour 1985. À la fin de cette année, elle enregistrera en effet un déficit d'1,5 milliard de francs. C'est peu si on le compare aux 662 milliards qu'elle dépense chaque année, mais ce qui est inquiétant, c'est que les spécialistes prévoient un déficit plus lourd l'année prochaine. Claude Guénaud. Un déficit d'1,5 milliard, c'est en effet peu de choses pour la sécurité sociale, cela représente à peine une journée de remboursement. Mais comparé aux bénéfices de 84, qui ont atteint 118 milliards, c'est la dégringolade. Et les perspectives pour 86 sont encore plus sombres. Les raisons de ce déficit, d'abord la suppression de la vignette sur les tabacs et du 1% qui rapportait plus de 10 milliards. Ensuite, avec la baisse des revenus et l'augmentation du nombre des chômeurs, le produit des cotisations ne cesse de diminuer. Pendant ce temps, les dépenses de santé des Français continuent à croître au rythme de 2 à 3% l'an.
Et puis cette année, un hiver rigoureux a fait plus de malades que d'habitude. L'assurance vieillesse coûte également de plus en plus cher, car les retraités sont chaque année plus nombreux, à cause notamment des départs en pré-retraite. Pour limiter le déficit de la Sécu, le gouvernement a pris plusieurs mesures. D'abord, la surtaxe de 3% sur l'assurance automobile. Mais il a surtout baissé les taux de remboursement de 379 médicaments dits de confort. Diminution de la couverture sociale dénoncée aujourd'hui par la CGT. Ce déficit d'1,5 milliard n'a rien de dramatique pour la sécurité sociale. À la fin de l'année, elle aura encore 16 milliards de francs d'économie. L'inquiétude, c'est pour 86, où l'on prévoit cette fois un déficit de 20 milliards. La société Unimétal a annoncé cet après-midi la fermeture de son usine de Tritte-Saint-Léger dans le Nord. Cela représente 770 suppressions d'emplois. Dès ce matin, pressentant la nouvelle, plusieurs centaines d'ouvriers de l'usine avaient bloqué les voies ferrées de la gare de Valenciennes en signe de protestation. Auparavant, ils avaient manifesté devant la sous-préfecture. Le groupe sidérurgique Unimétal a non seulement confirmé dans la journée la fermeture de cette usine, elle a également annoncé un plan de restructuration qui doit ramener ses effectifs totaux de 19 000 aujourd'hui à 13 000 en 1987. Unimétal, je vous le rappelle, est une filiale de Sassilor et d'Usinor. Dans l'ensemble, les marchés financiers étaient calmes aujourd'hui. Après la dévaluation de la lire italienne, le dollar est remonté de près de 5 centimes à la Bourse de Paris. Il cotait 8 francs 77. À Genève, les travaux de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, n'ont pas beaucoup avancé aujourd'hui. La question la plus difficile, celle des quotas, des quantités de production, a été renvoyée à plus tard, sans doute au début de l'automne. Pour le reste, comme l'a constaté sur place notre envoyé spécial Pierre Babet, les 13 pays membres ont plutôt adopté un profil bas. L'Indonésien Subrito, le président de l'OPEP, est arrivé aujourd'hui à la réunion soutenu difficilement par des béquilles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que le président qui boite, il y a aussi toute son organisation, à tel point que les questions les plus explosives ont été renvoyées à une conférence ultérieure. On ne discutera donc ni des prix, partout en baisse dans le monde, ni des volumes de production, le pétrole est surabondant. On ne parlera très prudemment que des différentiels, en clair, des écarts de tarifs qui, à l'intérieur de la grille, modulent les différences de qualité du pétrole. L'Arabie saoudite, le gendarme de l'OPEP, pousse de toute son influence à la baisse des brutes lourds, ceux qu'elle produit précisément. De l'autre côté de l'échiquier, les durs, autrement dit l'Algérie, l'Iran, l'Irak, la Libye et même les Émirats arabes unis, ces 5 producteurs veulent camper sur les tarifs actuels, ils s'opposent à tout aménagement, même très léger. La stratégie de l'OPEP est simple ici à Genève, il faut laisser passer l'été, il faut laisser le marché toucher le fond du gouffre et puis attendre l'hiver sans se déchirer davantage. Paradoxe, aujourd'hui le président Subrito demande à tous les producteurs du monde de se donner la main, une proposition de solidarité qui sonne comme un appel au secours. Réactions nombreuses 48 heures après l'instauration de l'état d'urgence dans certaines parties de l'Afrique du Sud. Les États-Unis se déclarent préoccupés et qualifient de répugnant le système de l'apartheid, responsable selon eux des violences. Préoccupation aussi pour la France qui estime que le seul règlement souhaitable est l'élimination de l'apartheid. À Londres, le secrétaire général du Commonwealth a comparé la lutte contre l'apartheid à la résistance contre le nazisme. Et enfin, la communauté européenne a demandé ce soir la levée de l'état d'urgence et condamné avec force le système de l'apartheid. Au Portugal, le procès des 13 membres de l'organisation d'extrême gauche FP25 n'aura pas duré très longtemps. Il a été ajourné ce soir en raison de l'absence d'un des accusés qui a été grièvement blessé dans un attentat vendredi dernier. Cela étant, cette première journée de procès aura permis de revoir un visage connu et célèbre de la révolution des œillets, l'ancien général Otelo de Carvalho. Gilles Dujonchet. 73 accusés, une quarantaine d'avocats, plus de 500 témoins, le procès des militants, réels ou supposés, de l'organisation d'extrême gauche Force populaire du 25 avril, qui s'est ouvert ce matin près de Lisbonne, promettait d'être long. Certains avocats estimaient qu'il faudrait au moins 6 mois pour parvenir au jugement, après avoir débrouillé les chevaux des responsabilités pour les quelques 80 plastiquages, attentats et hold-up qui ont été attribués à l'organisation depuis que celle-ci a vu le jour en avril 80. Un homme aux cheveux poivre et sel s'apprêtait à tenir la vedette de ce procès fleuve, le lieutenant-colonel Otelo de Carvalho, le plus célèbre des militaires de la révolution des œillets qui mit fin une nuit d'avril 74 à un demi-siècle de dictature au Portugal.
Aujourd'hui, on l'accuse d'avoir créé et dirigé les forces populaires du 25 avril. Base de l'accusation, ses liens de longue date avec des formations d'extrême gauche et surtout des notes personnelles trouvées à son domicile en juin 84. On aurait pu en savoir plus sur le bien fondé du dossier de l'accusation, si un terroriste repenti, José Paradas, qui a aidé les enquêteurs durant l'instruction, avait pu être présent à l'ouverture de l'audience. Mais celui-ci lutte actuellement entre la vie et la mort, ayant reçu vendredi 7 balles dans le corps. En conséquence, le magistrat qui présidait la séance d'aujourd'hui a préféré ajourner sine die la suite des débats. Voilà, et il y a quelques instants seulement, nous apprenions que ce procès reprendrait le 7 octobre prochain. 2 millions d'électeurs haïtiens devaient voter aujourd'hui pour dire si oui ou non ils acceptent le nouveau système politique que leur propose le président Duvalier. Ce système irait, selon son promoteur, vers une démocratisation de la vie publique. Cela étant, en regardant le projet de près, on peut se demander s'il est à même de transformer radicalement le régime musclé de Jean-Claude Duvalier. Francine Raymond. L'année 85 sera celle du renouveau démocratique à Haïti, avait dit le président Jean-Claude Duvalier dans son discours de Nouvel An. Bébé Doc, 14 ans après avoir succédé à son père, affirme vouloir s'orienter progressivement vers la démocratie. Si les Haïtiens répondent oui au référendum d'aujourd'hui, ce qui ne fait pas vraiment de doute, un Premier ministre sera nommé, issu du parti majoritaire au Parlement, et de vraies élections législatives organisées en février 87. Mais en répondant oui à ces deux points, les Haïtiens disent aussi oui à la présidence à vie de Jean-Claude Duvalier. L'existence des partis politiques est depuis peu reconnue, mais en dehors du parti jean-claudiste, le parti du président, aucun parti politique n'a de réelle assise populaire. Les leaders d'opposition ont passé plus de temps ces 10 dernières années en prison ou en exil que dans leur propre pays. Cette réforme va donc leur permettre d'exister, mais les partis marxistes ou religieux resteront toujours hors la loi. Lorsque l'on connaît l'importance de l'Église catholique dans ce pays, seule force d'opposition au régime, on mesure les limites de la démocratisation. Il faut que les choses changent ici, avait dit Jean-Paul II en visite à Haïti. Quelques mois plus tard, les évêques haïtiens dénonçaient dans un rapport le non-respect des droits de l'homme sur l'île. Les opposants au régime Duvalier ne voient aujourd'hui qu'une nouvelle manœuvre de Bébé Doc qui, en donnant un air de démocratie à son régime, cède aux exigences de ses principaux bailleurs de fonds, les États-Unis, la France et l'Allemagne. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. En Israël, 3 terroristes juifs ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie par le tribunal de Jérusalem. Ils étaient accusés d'avoir tué des étudiants palestiniens lors d'une attaque contre l'université islamique d'Hébron. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme. Le président chinois Li Qianyan est arrivé aujourd'hui aux États-Unis, où il doit effectuer une visite officielle de 10 jours. Il est arrivé par l'un des plus beaux endroits de l'Amérique du Nord, les chutes du Niagara. Monsieur Li Qianyan venait d'effectuer en effet une visite au Canada. Demain, il doit rencontrer le président Reagan. Ce sera le retour officiel du président américain sur la scène diplomatique, mais les cérémonies seront en principe écourtées et simplifiées. Un accord de coopération nucléaire pourrait être signé entre les deux pays à l'occasion de cette visite. À Paris, le marathon des collections de mode a commencé hier et il va se poursuivre jusqu'à jeudi. 6 à 8 présentations par jour, une vingtaine de couturiers, 1500 modèles et des centaines de journalistes venus du monde entier. Parmi ces privilégiés, Hélène Ehrlichstein, qui nous dit ce que seront les tendances pour cet automne et pour cet hiver. Anna Emory, Torrente, Nina Ricci ont ouvert le feu des grandes collections automne-hiver. Mais tout d'abord, rentrons dans les coulisses de la mode. Coulisses où règne une certaine fébrilité. Pour les mannequins, maquillage, coiffure, essai. Pour les créateurs, petits détails, accessoires, touches finales. Enfin, ça y est, tout est vérifié, tout est contrôlé. Ces 3 grands sont prêts. Ils vous présentent la haute couture française. Une collection féminine, très féminine. La taille est bien prise, le décolleté est large, la jambe est longue et le genou le plus souvent visible. Côté style, il est simple par sa ligne et sophistiqué par ses accessoires, comme ici un turban de vison. Les robes redeviennent stars et cela au détriment des pantalons. Très discrets cette année les pantalons. Mais revenons aux modèles eux-mêmes. Anna Emory, le tailleur est roi, en crêpe, velours noir et rouge. Veste ajustée, boléro.
Ensemble souple avec cape mouvante. Robe en satin et mousseline. Fond noir broché de feuilles. Torrente, construction plus rigoureuse, épaules carrées, manches travaillées. Veste aux épaules larges. Triomphe des Écossais. Tailleur Prince de Galles. Nina Ricci. Tout en noir et paillettes, doublé fourrure pour la nuit, robe en soie de velours très près du corps. Voici les poufs ou robes drapées avec volant d'autruche et taffetas plissé. Pour le cocktail, robe moulante aux couleurs vives. Reconnaissez quand même que si la mode était le seul critère d'une civilisation, la nôtre cette année serait bien belle. Bon, sans doute, cette haute couture ne s'adresse qu'à un petit nombre de femmes fortunées. Les journalistes spécialisés les évaluent à peu près 2000. Reste que les présentations de mode sont la partie la plus voyante de toute une industrie à la fois prospère et indispensable à la célèbre image de marque française et intéressante pour le ministère des Finances. Hélène Ehrlichstein poursuit son enquête. Alors ça, c'est un modèle en lainage français et fourrure, bison. Et ce modèle vaut 45 000 francs. Alors ça, c'est un modèle en cachemire, angora et fourrure. Et ce modèle vaut 70 000 francs. Ici, c'est un modèle également en lainage. Et sans les tôles, bien entendu, ce modèle fait 30 000 francs. C'est beau, c'est cher, très cher, mais ça rapporte gros. La haute couture en France est un secteur économique qui se porte bien, très bien. Son chiffre d'affaires dans l'Hexagone, 270 millions de francs. Il a augmenté de 35% en 84. À l'étranger, grâce à ses 20 000 boutiques et filiales, la haute couture a atteint un chiffre d'affaires de 15 milliards de francs. Il faut dire que 90% de ses créations s'exportent. Ses principaux acheteurs, la Grande Europe, les États-Unis et le Japon. Je crois que les étrangers souhaitent avoir des choses exceptionnelles. Or, la couture, par essentiel, c'est une chose exceptionnelle, puisque c'est un produit qui est fait spécialement pour une cliente donnée et sur mesure. Alors que le prêt-à-porter, vous l'achetez, tout le monde peut acheter le même prêt-à-porter. La haute couture emploie directement 3000 personnes, mais ce n'est pas tout, car elle dynamise plusieurs secteurs économiques. Ateliers de fabrication, prêt-à-porter, filières textiles, accessoires divers, de la chaussure aux cosmétiques, en passant par la lingerie et la lunetterie. Bilan, 300 000 personnes travaillent pour elle. C'est la première industrie française. Prenez le texte d'un auteur contemporain vivant et présentez-le comme vous le sentez, en toute liberté, mais en peu de temps. C'est ce que Micheline et Lucien Atoun viennent de proposer à 9 comédiens au Festival d'Avignon. En somme, 9 cartes blanches et parmi celles-ci, celle de la comédienne Maïté Nahir, choisie par Jean-Louis Mingalon. C'était cette nuit. Dès lors, insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Maïté Nahir, une comédienne fétiche pour le théâtre. Registre immense, des mesures garanties, les cinéastes aussi l'ont repéré. Fellini et Polanski d'abord, et récemment Yosselani. Avec elle, les personnages secondaires prennent l'allure de premier rôle. J'ai rencontré un auteur vivant qui est Catherine Weisenhapfel, qui est une femme écrivain, une écrivaine d'origine strasbourgeoise, qui a publié déjà plusieurs romans, qui fait des tentations, qui a des tentations d'écrire pour le théâtre, et avec qui j'ai eu une longue conversation téléphonique en lui disant que j'avais lu Bachelard, Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, et que je pensais faire à partir de cette lecture ce qu'on appelle un corpus linguistique, c'est-à-dire différentes citations d'auteurs et une réflexion, une rêverie, voilà, sur l'eau. Et nous avons donc eu une conversation téléphonique et je lui ai dit, j'aurais aimé lire et dire un texte de toi. Et 3 jours après, j'avais un texte dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est aussi l'opportunité qu'on peut avoir pour les cartes blanches, c'est de susciter un texte. Flotte sur des eaux noires,
Et je ne cesse d'essayer de me natter mes cheveux. Le Danube, le Congo, le Niger, le Rhin, le Nil, le Jourdain. Le Rhône, 812 km. La Vistule, le Paraná, l'Escaut, 430 km. La Loire, 1012 km. Le Tage, 1006 km. La Seine, 770 km. J'ai une invitée qui est Anne-Marie Fijal, qui est pianiste et compositeur. Et cette carte blanche existe parce qu'elle est là. Nous l'avons fait ensemble. Je veux dire, nous avons travaillé sur le montage des textes ensemble. Nous l'avons écrit ensemble. Et Anne-Marie a composé sa musique il y a 3 jours, en travaillant sur le lieu, parce qu'on trouvait que c'était intéressant d'articuler ce lieu qui est magnifique, qui est absolument magnifique, et qui a une âme, qui est un vrai lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un archevêché, mais... C'est une autre contrainte d'ailleurs, je crois, le temps de préparation très court. Oui, c'est un pari. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que ça peut être tout à fait suicidaire, dangereux, excitant. Pourquoi pas? Les feux de forêt refont hélas leur apparition dans le sud de la France. Je viens de l'apprendre, plus de 500 personnes, dont 360 sapeurs-pompiers, luttent depuis plusieurs heures contre un feu de forêt qui a ravagé ce soir 150 hectares sur la commune de Pierrefeu, dans le Var. L'incendie n'est pas maîtrisé. Et puis d'autre part, un autre foyer a ravagé plus de 100 hectares de forêt à Peille, dans les Alpes-Maritimes. L'incendie qui a débuté en début d'après-midi n'est toujours pas maîtrisé, lui non plus. La météo pour demain, le temps restera en général beau et chaud. Seules les régions situées près de la Manche connaîtront des nuages et peut-être même des gouttes de pluie du côté du Pas-de-Calais. Des orages sont à craindre le soir au sud de la Garonne. Quant aux températures, eh bien, elles vont grimper. Elles seront largement au-dessus des moyennes saisonnières. Fin de ce journal, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Thalassa. Ce soir, elle vous parlera de chasse sous-marine, chasse ou massacre. Telle est la question posée. Demain, nous nous retrouverons à 22h40. En attendant, voici le rappel des titres que nous avons développés ce soir. À demain, très bonne soirée. Italie, le petit village de Tesero pleure ses 80 morts. Une vingtaine de personnes seraient encore enfouies dans la boue. Attentat contre une synagogue à Copenhague, le djihad islamique revendique 6 personnes ont été interpellées. Déficit limité à 1,5 milliard de francs pour la sécurité sociale en 85, mais 86 s'annonce plus difficile.